Nous amorçons la troisième partie de cette émission qui accueille aujourd'hui le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dieng. Avant de battre la pause, on parlait de l'arrivée prochaine de l'ECO, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que le pari de 2020 est tenable selon vous? Première chose, il faudrait qu'on arrive à ce que cette monnaie soit pour l'ensemble de la CEDEAO. Mais si à l'intérieur de la CEDEAO, il y aurait encore des pays qui ont leur propre monnaie, ça ne résout pas le problème. Et vous le savez bien, le Ghana a sa propre monnaie, le Nigeria a sa propre monnaie, la Gambie, pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de la zone CEDEAO, a sa propre monnaie, le Cap-Vert. Donc moi je crois qu'il est question, si une zone économique peut arriver à avoir la monnaie unique, ça serait une bonne chose. Nous attendons la venue de l'ECO, mais si ça va seulement concerner les anciennes colonies françaises, ça ne résoudra pas le problème du commerce, même dans la zone CEDEAO. J'espère que cette question a été débattue en amont avant qu'on ne dise que l'entrée en vigueur pour 2020. Si l'ensemble des pays de la zone de la CEDEAO sont tombés d'accord pour mettre en place l'ECO, c'est bienvenu à l'ECO. Mais si à l'intérieur, il y aura encore des restrictions des États qui voudront continuer à battre leur propre monnaie, ça ne résoudra pas le problème de la monnaie africaine dont nous parlons aujourd'hui. On va changer de sujet et parler de ces foyers de tension qui foisonnent sur le continent, le Soudan, la RDC, l'Algérie, la Mauritanie, le Togo, même le Bénin. Récemment, on se demande comment est-ce que vous vivez tout ça? Le Parlement panafricain a une position claire. Les tensions en Afrique pénalisent plus le citoyen africain. Et nous disons, nous sommes contre toutes les tensions qui peuvent s'élever. Nous condamnons la violence dans les tensions, celle que ça se fait ça et là. Et nous appelons tous ces pays en conflit à un dialogue. Mais le refus du dialogue aussi entraîne de vives tensions. Le dialogue est là, demander, chercher, non pas ceux qui vont au dialogue, généralement, ils vont débattre de leurs intérêts. Mais moi, je pense que pour un dialogue franc, il faut qu'on débatte des intérêts communs au continent ou des intérêts communs à un pays. Mais le dialogue est bloqué, pourquoi? Parce que chacun a sa position qui est sienne et non la position qui reflète la population de son pays. Mais est-ce que les institutions africaines sont suffisamment avant-gardistes pour prévenir les conflits? Je crois que, je l'ai souvent dit, je crois que le défaut de nos institutions, et je puis vous l'avouer, c'est que nous ne prévoyons pas. Nous venons toujours pour essayer de jouer aux sapeurs-pompiers. Et c'est ça qui pénalise. Si nous prenons le cas du Parlement panafricain, je me suis toujours posé la question, pourquoi nos États ne veulent pas que ce Parlement devienne un Parlement législatif? Or, si nous avons des législations en matière de règlement de conflits, qui sont des législations continentales, nous pouvons prévenir. Mais chaque conflit a sa spécificité dans l'intérieur de son pays. Et c'est très, très difficile. Si moi, je viens au Bénin pour essayer d'apaiser les tensions, ceux qui ne sont pas d'un camp vont m'accuser de connivence avec. Mais si on avait une réglementation continentale, je peux venir débattre avec les deux camps conformément à ce que la réglementation... Mais ce qu'on a constaté, c'est que les conflits qui arrivent finissent par la raison qui est donnée au pouvoir en place. Quand l'opposition crie, râle, dénonce certaines choses, même quand les institutions internationales, je veux parler au niveau régional et sous-régional, arrivent, en fin de compte, c'est la raison de celui qui est au pouvoir qui font. Est-ce que nos dirigeants n'ont pas trop de pouvoir concentré dans leurs mains? Je ne pense pas aussi bien que... C'est pour ça qu'il faut aussi donner un peu plus de pouvoir aux institutions régionales et même continentales. Vous savez très bien que dans toutes nos institutions régionales et continentales, ce sont les exécutifs qui ont quand même la primauté du pouvoir, même dans nos institutions. On constate les institutions sont en dessous des exécutifs. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe à l'Union africaine. Je ne peux prendre que cet état de choses. Premièrement, je suis élu au suffrage universel direct dans mon pays. Mais le fait d'aller au Parlement africain, certains disent nous ne sommes pas élus au suffrage universel. Je me pose la question, est-ce que le fait d'aller au Parlement panafricain m'enlève mon élection au suffrage universel du Cameroun? Je dis non. Deuxième chose, les élus parlementaires comme nous ont moins d'importance
dans l'organisation fêtière que les élus nommés. Donc ça prouve quand même que lorsqu'on demande à un président du Parlement panafricain de faire rapport devant le comité des ambassadeurs, ça donne toute la place, ça donne tout la non-considération qu'on a avec les institutions africaines et ça ne peut pas fonctionner. Or, ce qui venait de se passer, ou qui se passe d'habitude au Parlement européen, vous êtes nommé, vous êtes élu, mais il faut encore, vous êtes nommé par votre pays, vous avez pas, mais il faut encore que le Parlement européen entérine cette élection ou cette nomination. Ça donne beaucoup plus de force aux parlementaires européens d'avoir à donner des recommandations, même s'ils ne légifèrent pas, d'avoir à donner des recommandations supranationales et qui peuvent s'exercer à l'Europe de 27. Mais nous, on est élus, même au niveau de préséance, dans les textes, dans l'acte constitutif, le Parlement panafricain est le 3e organe de l'Union africaine, par préséance. Donc après la conférence des chefs d'État, il y a le Conseil exécutif. Et le Conseil exécutif est là, c'est parce qu'on devait mettre en place un gouvernement d'union. Ce gouvernement n'ayant pas eu le jour, on prend donc les ministres des Affaires étrangères pour représenter l'exécutif du Parlement. Et en 3e position, le Parlement. Mais vous voyez l'écart de traitement entre ces différences. C'est pour ça que je pense que le point de vue, en fin de compte, les organisations sous-régionales africaines finissent par baisser la garde quand il s'agit d'un chef d'État. Le Parlement panafricain créé depuis 2004, très mal connu hier, aujourd'hui est assez bien connu grâce à votre dynamisme et à votre leadership. C'est tout à votre honneur, Monsieur le Président, et on vous dit bravo pour cela. Mais le pari que vous n'avez pas encore réussi, c'est de ramener les dirigeants africains à doter ce Parlement-là de vrais pouvoirs législatifs plutôt que d'être un organe consultatif. C'est vrai qu'il y a eu le protocole de Malabo, qui devrait donner les vrais pouvoirs à ce Parlement, mais les États ne sont pas pressés de le ratifier. Comment est-ce que vous vivez cela? Disons que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'amener les États à ratifier le protocole de Malabo. L'Afrique a besoin d'un Parlement panafricain qui légifère. En d'autres termes, pourquoi les États africains continuent à financer les activités du Parlement sans que cela ne leur apporte une contrepartie? Si telle est la volonté des chefs d'État africains, je crois qu'il est grand temps qu'ils mettent cet argent à soigner le paludisme. Nous nous sommes réunis à Brazza pour chercher l'argent pour financer la santé. Un organe qui ne rapporte rien doit être fait. Mais comme il y a une volonté de l'unification, d'intégration de notre continent, donc nous allons continuer à faire le lobby auprès des chefs d'État africains pour qu'ils ratifient le protocole de Malabo. Ce protocole a eu beaucoup de retard par rapport à le dernier instrument juridique de l'Union africaine qui a été adopté à Niamey. Je pense que 5 ans plus tard, nous n'avons que 12 ratifications et à peu près 20 signatures. Or, il nous faut 28 signatures. Si en 5 ans, on a eu 12 ratifications, je crains que les 5 prochaines années soient consacrées à 12 et nous n'aurons ce pouvoir que peut-être 20 ans après. Mais ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est d'accélérer ce processus auprès des États partis pour qu'ils puissent ratifier. Et nous allons pousser ça. Mais est-ce que vous comprenez quand même ce qui explique la réticence des États à ratifier ce protocole? La seule chose que je comprends, c'est que les États sont souverains. Ils signent les engagements. À un moment, peut-être qu'ils n'ont pas consulté leur constitution. Peut-être ce Parlement va à l'encontre des constitutions des États. Tout ça, on aurait pu penser à ça avant de signer. Mais quand c'est fait et que les États se rendent compte qu'il y a ces manquements, ça peut aussi expliquer ceci. Mais je crois que les États africains tiennent trop à leur souveraineté. Ils ne veulent pas qu'il y ait moindre partage de pouvoir. Mais malheureusement, le Parlement panafricain, dans sa version du protocole de Malabo, ne tirera sa légitimité ou ne tirera sa législation que conformément à la conférence des chefs d'État. Donc là aussi, je crois qu'il est temps que les chefs d'État africains comprennent que c'est eux qui seront l'exécutif du Parlement panafricain. Et je ne vois pas un Parlement qui est sous le contrôle des chefs d'État faire ce qui est contraire à la Constitution des États. Oui, mais les dirigeants quand même pouvaient imiter ce qui se fait à côté. Quand on prend l'Union européenne, le Parlement européen, ça se passe très bien. Et pourtant, les États détiennent toujours leur souveraineté. Je ne sais pas pourquoi ça fait peur à nos États. Je suis entièrement d'accord avec vous. Les États européens, chacun a sa souveraineté. Et nous, on aurait pu nous donner cette opportunité de légiférer au nom des États africains sans légiférer dans les affaires intérieures qui constituent la Constitution
et peut-être l'armée, la nationalité, mais encore que le problème de nationalité, nous en avons parlé. On est en train d'arriver à un passeport unique de l'Union africaine. C'est une bonne chose, on est déjà en avance, mais je crois que pour tous les autres sujets, on a des capacités. Les ressources humaines du Parlement panafricain sont très édifiantes sur la qualité des hommes et des femmes qui siègent là-bas. C'est généralement les anciens premiers ministres, les présidents d'assemblée et des sénats, les ministres, les avocats. Donc les ressources humaines sont de très bonne qualité, mais il faut leur donner de la ressource intellectuelle pour qu'ils puissent travailler. En 1963, l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah disait exactement ceci: l'Afrique doit s'unir ou disparaître. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes optimiste? Il est de plus en plus impératif pour l'Afrique de s'unir. Les enjeux de l'heure, un seul pays ne peut pas surmonter les enjeux de l'heure. Les changements climatiques tutoient tous les États africains. Le terrorisme, la maladie. Donc, je crois que ce n'est que l'union des forces des États africains qui peuvent permettre aux États africains d'avancer. Mais, pris individuellement, l'Afrique sera condamnée à disparaître. L'union des forces des États africains doit permettre à l'Afrique d'évoluer. C'est sur cette belle phrase que je tire de vous que nous allons mettre le thème à cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Roger Nkodo Dang, de vous être prêté à nos questions et d'évoquer les questions de manière transversale, ce qui se pose sur notre cher continent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je sais compter sur vous pour nous aider à faire le lobbying auprès des États africains pour la ratification du protocole de Malabo. Je sais que nos chers dirigeants sont à l'écoute de cette émission et sauront tirer ce qu'ils peuvent tirer de notre émission et de notre discussion. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous laissons tout de suite en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.